Nicolas, bonjour, bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Je suis ravi de t'accueillir. Bonjour. Nicolas Duguay est un nom qui résonne dans l'univers de la vente et du développement commercial en France. Nicolas, c'est avant tout un praticien, pas quelqu'un qui théorise la vente depuis un bureau, mais quelqu'un qui l'a vécu, subi, adoré, décortiqué et qui aujourd'hui transmet avec passion ce qu'il a appris sur le terrain après un parcours à la BNP, jusqu'à être directeur de filiale. Il a été ensuite directeur associé pour des grands noms de la formation commerciale, C2A, Halifax et Booster Academy. Aujourd'hui, il a créé Préfera et il est consultant, formateur, conférencier. Il accompagne des dirigeants, des managers et des équipes commerciales qui vendent et qui veulent passer un cap. Justement, Nicolas, c'est quoi le métier de Préfera? Je crois qu'il y a trois grandes activités. Alors déjà, merci pour l'introduction, hein. Donc effectivement, chez Préféra, on a trois grandes activités. On a une première activité, tu l'as dit, c'est la partie conférence. Mhm. Une conférence, en gros, il y en a une quinzaine, c'est basé sur un bouquin. On a écrit une quinzaine de bouquins à plusieurs, généralement. Deuxièmement, on a une activité formation, qui est Ok. plutôt la formation commerce et management et communication. Et puis il y a une troisième activité qui s'appelle la prépa mentale, Mhm. puisque on a une associée qui fait de la prépa mentale. Alors on a une écurie de Formule 1, on a des sélectionneurs de rugby, on a beaucoup d'athlètes olympiques. Et ce qu'on apprend de la prépa mentale avec les sportifs pros, on l'intègre dans des parcours pour des formations management ou commerce, parce que c'est un vrai bon sujet aujourd'hui. Oui, puis c'est un point différenciant. Absolument. Je crois que en tout cas, Nicolas est convaincu d'une chose, on ne forme pas un commercial, on l'entraîne, et bah, ça rejoint cette idée de performance commerciale comme un sportif de haut niveau. C'est exactement la même chose. Alors on en parle beaucoup, hein, et il faut quand même se dire qu'un sportif de haut niveau, généralement, il est quand même un peu différent de nous, voire même beaucoup. Donc on essaie de s'en approcher, mais il faut quand même être raisonnable, hein. S'ils sont champions du monde, s'ils sont champions olympiques, c'est pas un hasard. On dit un petit truc en plus aujourd'hui, et je crois qu'ils en ont plusieurs en plus. Et ils ont surtout un truc qu'on essaie d'inculquer un peu partout, c'est effectivement cette dimension d'entraînement. Florent Manoudou, quand il s'est qualifié en 2012, il s'est qualifié pour un centième de seconde Mhm. en ayant fait 15 km par jour pendant 10 ans, quoi. Oui. Donc ce centième de seconde, c'est la conséquence des 15 km par jour, pendant 10 ans, tous les jours, à faire du crawl, quoi. Et c'est vrai que les commerciaux doivent aussi ben, être prêts et se préparer. Moi, j'aime bien d'ailleurs cette citation d'Arthur H qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et on sait que les commerciaux, ben, souvent, ne sont pas suffisamment bien préparés. C'est le sujet qui sort souvent en premier quand on nous sollicite pour des projets de formation commerciale, hein. C'est la prépa, la posture, le mental et la méthode. Ouais, et ça fait déjà un sacré milieu à travailler. Alors, ça a été quoi ton déclic à toi pour basculer dans cet univers de la vente et du développement commercial? Alors, c'est un hasard en fait. Mes parents ont repris un commerce et j'avais 12 13 ans et j'ai travaillé dans ce commerce. Alors, c'était un bar, librairie, ce qui m'a permis de lire tous les matins tout ce que je voulais. C'était génial. Et c'était un bar qui était respectueux des horaires et de la vie de famille, puisque c'était 6 heures du matin, donc appris à se lever tôt. C'était génial. Ce que je continue à faire d'ailleurs. Et fin à 19 heures, avec les Ok. jours fériés, fermés, ainsi de suite. Mais la possibilité de voir multi-profils, de l'artisan au retraité, aux concessionnaires automobiles, aux personnes créées à l'EDF, et tous les CSP Oui, possibles. ça brasse du monde. Et j'ai découvert le job de servir et de resservir. Mhm. Et c'est là que j'ai compris que j'avais peut-être une petite bosse du commerce et que j'ai pris plaisir à discuter avec les gens. Et j'aime bien cette logique de servir et resservir dans le domaine de la vente aujourd'hui aussi. Donc, pour toi, la vente, c'est avant tout rendre service. Oui, Ouais. Ok. c'est répondre à un besoin. Alors on dit enjeu, mais c'est répondre à un besoin ou à un enjeu. euh, et de manière soft, Hmm. en réalité, et plutôt naturelle. Pas forcément d'ailleurs avec des trucs très compliqués et pas forcément avec toujours des méthodes de vente. Il y a des Hmm. fois où on se retrouve dans des entretiens commerciaux où il n'y a absolument pas de méthode de vente et ça C'est le vrai. fait. C'est vrai. Et il y a des fois, il y en a besoin. Voilà. Il n'y a pas de règle d'or pour moi. C'est vrai que ce qui peut faire vendre, ça peut être la relation, la création de la relation, et tu en as parlé. Et puis après, il y a après la méthode. Et c'est vrai qu'en fonction des profils que l'on peut avoir en face et aussi du niveau peut-être de négociateur de la personne en face, il y a besoin de plus ou moins de méthode. Et c'est vrai que moi, quand je fais des formations à la prospection, je dis aux commerciaux, je dis, faut déjà être persuadé que tu fais gagner quelque chose à quelqu'un. Parce que déjà, si toi, tu es persuadé, si tu es Hmm. convaincu, tu seras convaincant. Et c'est vrai que souvent,
Tu as des gens en face de toi qui sont même pas convaincus par leur propre solution. J'étais intervenu dans un cabinet d'assurance et tu avais la moitié de la salle qui n'était pas assurée dans le cabinet pour lequel ils travaillaient. Parce qu'ils disaient, ah ouais, on sait comment ça se passe, etc. Donc c'est quand même dramatique hein, quand on arrive là. C'est le niveau de confiance dans son offre et ses services. Et après, je rebondis sur ce que tu as dit sur la notion du niveau des acheteurs. En réalité, moi, j'ai compris un truc. J'ai passé ma vie dans un monde, tu l'as cité tout à l'heure, où j'ai fait des appels d'offres parfois à 2 milliards d'euros. Mhm. Donc, face à des gros acheteurs. Et j'imaginais en quittant cette boîte que j'avais vu les pires des acheteurs structurés, structurants, dans des grands groupes que tu peux imaginer, dans la grande distribution. Et en réalité, j'ai découvert que c'était plus difficile parfois de négocier avec un boulanger ou avec un pharmacien qui n'avait pas forcément les codes des achats, mais qui de manière émotionnelle arrivait quand même Parce à que se c'est son secouer. business à lui. Eh Parce oui. qu'un acheteur, souvent, c'est ce que je dis, moi, des formations d'égo. Je dis, de toute façon, la personne qui est en face de toi, c'est pas son business. Donc, il faut juste trouver ses enjeux et puis savoir ce qu'il veut gagner, ce qu'il a à gagner et ce qu'on lui demande au-dessus. Exactement. Et le boulanger qui défend sa boîte, eh ben, lui, émotionnellement, il peut te secouer bien plus fort que les pires des acheteurs qu'on pourrait imaginer. Bien sûr. Et ça, moi, je ne l'avais pas bien compris en quittant mon ancien monde. Il y a un autre truc que je n'avais pas compris sur la notion de prospection, c'était la violence dans certains métiers d'une prospection. Je te parlais d'un boulanger tout à l'heure ou d'un pharmacien, où en 20 secondes, tu es dans la file, tu es dans la queue, et tu dois être capable de convaincre que tu veux parler au boulanger, que tu veux parler au pharmacien, et tu n'as que 20 secondes. C'est d'une violence inouïe. Et ça, je ne l'avais pas imaginé avant de découvrir ce métier qui est formidable et que j'adore, parce qu'on voit plein de marchés, plein de secteurs, qu'on travaille avec des banques, différents, des industries, des commerçants, et c'est pour ça que c'est génial. C'est ce qui nous plaît dans nos métiers, hein, c'est cette diversité. Je pense que c'est peut-être de passer de l'un à l'autre et puis de faire un peu le caméléon et de pouvoir s'intégrer dans tous ces univers. Et de découvrir des choses tous les jours. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, quelle est ta première fois? La dernière fois où tu as appris un truc pour la première fois, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Mais globalement, tous les jours, moi, j'aime bien me dire quelle est ta première fois. Et aujourd'hui, j'ai appris un truc ou j'ai appris 2 trucs et ça, je trouve ça génial. Et quand on découvre d'autres mondes de la vente, ça nous permet d'apprendre des choses et de nous donner des benchmarks et des idées pour évidemment les proposer à d'autres clients. Oui, c'est ça, on apprend, oui, c'est le fameux benchmark, hein, on apprend en pratiquant en fait. Oui. Et en fait, je trouve que dans le métier de la vente, la notion de plaisir, c'est le truc qui est très différenciant pour avancer et pour développer l'apprentissage. Je crois que c'est comme dans beaucoup de métiers, hein, si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, déjà la personne en face de toi le ressent. Bon. Et ça a un impact négatif, hein, forcément. C'est quoi la première vente dont tu es le plus fier ou peut-être la vente la plus ratée pour toi et qui t'a marqué qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors, je ne me rappelle pas de la première vente. En plus, je te l'ai dit, c'était un métier de service. Ouais. Donc, en gros, on me commandait. Après, il fallait faire Mais une vente qui t'a marqué, ouais. Mais je peux te raconter une histoire d'un appel d'offres que j'ai adoré. C'était en Belgique, à Bruxelles, en début des années 2000, sur un appel d'offres avec une grande enseigne d'électrodomestiques, du style Darty, Boulanger, pas ça. Et appel d'offres, relation nouée avec le directeur financier, ça dure plusieurs mois, c'était quelques dizaines de millions d'euros, c'était très fluide. Et il m'a annoncé que j'avais gagné, et donc j'étais super content pour la boîte, puisque ça allait développer le business pendant plusieurs années de 15-20 points, tous les ans. Et 2 jours avant de signer, il m'a envoyé un SMS pour me dire finalement, tu as perdu. Et bon, j'étais évidemment hyper vexé. Et quand j'ai essayé de savoir pourquoi, il ne m'a jamais répondu. Ah. C'est un type avec qui j'ai créé quand même un peu de lien et avec qui notamment on avait parlé de vélo. Et comme je n'arrivais pas à le joindre, qu'il y avait un contrat qui avait été signé avec un concurrent de 3 ans, je ne lui ai pas parlé pendant 2 ans. Et la semaine d'avant Paris-Roubaix, comme t'es ch'ti, tu connais ça aussi, je lui ai envoyé un SMS, non pas pour lui donner le futur vainqueur, mais pour lui donner le deuxième. À l'époque, il y avait un vainqueur évident qui s'appelait Tom Boonen, qui était un Belge néerlandophone. Et moi, je lui ai donné le deuxième qui s'appelait George Hincapie, qui était un Américain qui n'avait rien à faire là. Et je lui ai envoyé un SMS en disant « Je parie comme deuxième, George Hincapie, deuxième ». D'accord. Il ne me répond pas. Le lundi d'après, comme George Hincapie a fait deuxième, ce qui est un énorme coup de chance, hein, il me renvoie un SMS, il m'a dit « Bienvenue Nicolas ». Tu avais parié de l'argent dessus ou non? Non. Il me dit « Bienvenue Nicolas, il faut qu'on se reparle ». Ok. Et on s'est reparlé, on est retourné à table, on a renégocié et j'ai re-signé le contrat. Bon, j'ai mis 3 ans, tu vas me dire, donc c'est un peu lent. Mais je trouve que c'est une belle histoire et que le lien du rebond qui est sur le cyclisme, qui n'a rien à voir avec l'activité financière qu'on portait, est un bel exemple. Et ça, je m'en souviendrai toujours pour me dire, c'est jamais perdu, c'est jamais gagné. Oui, tu lui as pas dit, oui, quand est-ce qu'on se revoit ou quand est-ce qu'on reparle du projet, etc. C'est-à-dire que là, tu es vraiment sorti du sujet, tu as gardé le lien. Au bout de 2 ans, parce que j'étais un peu vexé quand même, problème d'ego, et un SMS.
Ouais, c'est fou comme quoi, voilà, la vente, il y a plein de petits détails. Et puis bah, des fois, il y a le petit détail où on a fait plus que l'autre, ou des fois on a fait le détail aussi, où on a fait moins que l'autre. Donc c'est ce qui est palpitant, hein. Et on sait tous que parfois on gagne alors qu'on ne le mérite pas, et parfois on perd et qu'on ne le Bien sûr. mérite pas. Bon, il y a pas de règle d'or, mais il y a toujours une bonne raison côté client, et je trouve que ça c'est intéressant, c'est toujours se dire, ce que moi j'appelle l'attribution causale, c'est toujours de ma faute. C'est-à-dire qu'en gros, si on loupe quelque chose, et c'est un vrai principe mental aussi, c'est toujours de se dire bah, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Parce que si systématiquement on se dit le client est pénible, il n'a pas compris mon offre, mon concurrent est moins cher, on n'avance jamais, quoi. Et ça, c'est une vraie compétence commerciale que je vois chez les champions du commerce et que tu dois voir aussi, quoi. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'essaie toujours ou d'appeler ou d'envoyer un mail en disant, c'est la technique de la vente perdue, hein. Des fois, en plus, tu récupères des ventes comme ça en disant, bah, voilà, j'ai bien compris qu'on n'allait pas travailler ensemble. Maintenant, si tu pouvais prendre 2 minutes ou voilà, juste pour m'expliquer. Et c'est marrant parce qu'il y a peu de temps, j'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus où bah, j'ai perdu une conférence face à Michael Aguilar. Coucou Michael. Ah, Mais ça bon, arrive, je l'ai ça arrive. raconté, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais enfin voilà, j'ai demandé, et puis on m'a dit c'est la notoriété de l'intervenant qui a fait que. Bon, ok, bah voilà, c'est pas grave. Alors, au moins tu sais. Et puis c'est vrai que ça permet de dédramatiser le refus en disant bah de toute façon je pouvais rien faire. Il est plus connu que moi, donc voilà, c'est fini. Mais c'est toujours intéressant d'aller chercher ça, d'aller chercher pour quelle raison la personne elle travaille avec nous, parce que ça aussi des fois on oublie de lui demander tiens en fait qu'est-ce qui te plaît chez nous. Mais quand ça marche pas, ben qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? La plupart du temps, si c'est bien tourné ou si c'est bien formulé, la personne le fait. Alors, bon, toi, ton client ne l'avait pas fait, mais est-ce que tu l'as su, t'as su 2 ans ou 3 ans plus tard? Pour quelle raison il n'avait pas signé avec toi la première fois? Non. Non. Ok. Et Non, je, mais voilà. et je lui ai même pas demandé. Ok. On a Non, recréé mais il un aurait pu te le dire. projet. Il aurait pu dire, bah tiens, la dernière fois, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok. On a recréé un projet market, industriel et financier, et ça s'est bien fait. Et c'est bien que tu dis. Évidemment qu'on perd aussi, et c'est pareil, je trouve que la culture que toi tu développes sur bah, j'ai perdu, mais face à un confrère, c'est super Bah, aussi. c'est ça, oui, oui, moi, Il faut accepter. On a des confrères qui s'engueulent avec tout le monde, et il y en a qui s'entendent bien avec tout le monde. c'est ça. Et moi, je dis souvent, quand tout le monde est con autour de toi, le con, c'est toi. Bah, dans nos métiers, comme dans tous les métiers, il faut accepter qu'on ait des confrères qui soient meilleurs que nous, Bien sûr. un jour ou l'autre. Ou différent, en tous les cas. Et la roue tourne. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Voilà. Alors justement, quel est le commercial ou le manager qui t'a le plus marqué? Alors, tu n'es pas obligé de me donner un nom, mais et surtout pour quelle raison? Alors, si je peux te le donner, parce que j'en parle parfois en conférence, c'était Ok. un de mes mentors qui s'appelait Marcel. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui Marcel, décédé. si tu nous regardes. Ouais, non, malheureusement. Et il avait une posture assez extraordinaire de commercial et de commerçant. C'était dans le monde BNP, hein. Et c'est un type avec qui j'ai fait pas mal de réunions. Il avait une trentaine d'années plus que moi, et j'étais directeur général de société financière. Mhm. Et lui était président du conseil, et avec plusieurs grands noms du commerce qui étaient Conforama, But, et ainsi de suite. Et on faisait des conseils d'administration avec lui. Et les 3 premiers mois, il me disait bon, bah, ça va, ça se passe bien les conseils d'administration. Et je disais mais j'ai l'impression que je ne sers à rien, je suis un peu ton assistante. Et il m'avait dit mais c'est pas tout à fait faux. Et en se marrant avec l'œil rieur, et il m'avait dit tu verras, le prochain coup, je vais trouver une solution pour te donner le leadership. Et il me dit pas ce qu'il va faire. Et le coup d'après, il fait un truc extraordinaire. Donc on arrive dans le conseil d'administration et tout le monde lui disait ça va Marcel et tout. Et lui il disait écoutez, super. Depuis 1 mois, j'ai donné tous les pouvoirs financiers à Nicolas. Je ne m'occupe plus que de la satisfaction client et du marketing. C'est un vrai bonheur pour moi. C'était faux. Mais à partir de là, les clients me parlaient à moi. Ah oui. Et lui s'était mis en posture de partage de leadership. Et je trouve que même aujourd'hui, quand on me parle de visite en binôme avec un manager commercial, j'ai trouvé que c'était le summum du leadership de partager, alors que c'était faux et qu'il avait absolument pas besoin de moi, il était 20 fois meilleur que moi, de se dire, bah, je baisse mon estime de moi et je donne le pouvoir à Nicolas face aux clients. Et Ah, c'est chouette. c'était extraordinaire. Et donc, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup appris de choses. Ok. Et comment tu as pu réussir à faire vivre ce qu'il avait fait avec toi? Est-ce qu'il y a une situation où justement tu as pu faire ça toi dans ta position ou quelque chose d'un peu approchant? Alors, je l'ai appliqué après. Et je vois bien que quand je le raconte en conférence ou quand on le déploie en formation management commercial, les gens notent l'idée. Mhm. Et ça va même au-delà de ça, parce que parfois je disais, enfin parfois, souvent en fait, c'est un pléonasme, je disais beaucoup de conneries dans les conseils d'administration parce que j'avais pas le niveau. Et souvent ils me reprenaient en me disant ah Nicolas, j'ai pas été clair hier quand je t'ai expliqué le truc. Il prenait sur lui, quoi. Oui, il Ouais, disait que la c'est faute, pas, t'as pas c'était compris, lui. quoi. Voilà. Et il disait au client, en fait, ce que je voulais expliquer à Nicolas, mais que j'ai mal fait visiblement, c'est ça.
Donc, c'était vraiment le summum du partage du leadership, ce Mm. qui ne l'empêchait pas après Oui, de me recadrer en one-to-one, ouais. en me disant là, c'est pas du tout ce qu'on s'était dit, Mm. mais face au client, j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire. Donc, j'ai pu l'appliquer et je le raconte aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet dans nos métiers de travailler sur la visite en binôme où on ne sait pas trop, où le manager prend le Ah lead et ouais, le commercial est un peu c'est pot de souvent, fleurs. il fait la place, ouais, c'est ça. C'est juste insupportable d'apparaître comme le pot de fleurs. Oui, Et ça décrédibilise finalement le commercial à qui on dit après, c'est toi le patron de ta zone. bien sûr. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu utiliser un des préceptes que Marcel m'avait transmis. Très bien, génial, j'adore. Et tu parles du commercial. Alors, pour toi, le commercial en 2026, c'est quoi son profil idéal? Est-ce qu'il est différent il y a 20 ans ou 30 ans? Alors, j'ai envie de te dire évidemment oui et non, quoi. Parce que il y a 20 ans, on disait toujours il faut que le commercial soit un créateur de valeur, Mhm. sinon il va disparaître, ça peut être un pouce-porte. Bon, ok. Tout ça a évidemment évolué. On peut pas se dire que Depuis Internet, quoi. Enfin, depuis qu'Internet est arrivé. voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a depuis, accès à l'information. Maintenant, il y a l'IA. Enfin, depuis 93, bon, on va se dire que tu es un spécialiste du social selling, tu as la data, tu as l'IA. Tout ça, ce sont des compétences qui sont évidemment majeures et on ne peut pas s'en passer. Pour autant, quand on regarde, il y a des études sur quelles sont les compétences clés qu'on va attendre en 2028-2030. Mhm. L'empathie, le sens de l'écoute, tout ça reste. Mhm. Et c'est déjà comme ça il y a 20 ans. Donc, je ne dis pas que le monde ne change pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les commerciaux évoluent. On en parlera après, quoi. Mais fondamentalement, les qualités qu'il faut aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Au-delà de la partie social selling, il y a compréhension des enjeux et création de valeur, où il faut vraiment être capable de se différencier. Et on nous sollicite tout le temps Mhm. là-dessus, comment je me différencie des concurrents. Ouais. Et après, moi, en fait, le truc que je ne sais pas mesurer, c'est finalement l'IA va-t-elle remplacer les juniors? On voit dans Mhm. certains, par exemple, des cabinets d'avocats, on pourrait se dire, bah, je ne dis pas que ça peut remplacer les avocats, surtout pas, mais sur certaines missions de juniors, on pourrait se dire, bah, l'IA va remplacer. Donc, si on se dit pour les commerciaux, c'est la même chose, Oui, ça veut pour la dire, prospection, par exemple. Prospection automatisée, tu as une voix IA voilà. qui appelle, et puis bon. Bon, s'il n'y a plus de poste de junior, Mhm. est-ce qu'il y a toujours un poste de senior? Ou Mhm. comment on arrive au poste de senior? C'est ça la question que je me pose, tu C'est vois. vrai? Mhm. Et donc, sur l'accompagnement des compétences, comment on fait pour passer direct de l'école à Ah, senior, senior, entre ouais. guillemets? Ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on adresse et qu'on travaille. Mhm. Mais concrètement, oui, le métier a changé, mais les qualités intrinsèques restent les mêmes, hein. Ok. Oui, moi je dis souvent aux vendeurs aujourd'hui, je dis, ben voilà, enfin, personne va acheter à une IA ou alors un truc à 5 balles ou à 10 balles. Mais à un moment donné, il faut créer de la relation, il faut créer de l'émotion, il faut donner envie. Et puis, ben, voilà, la différence, elle se fait souvent sur la personne. C'est pour ça que moi je suis fan du disque et que je crois que ce côté personnel, on Ouais. t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit, ben, on achète une personne avant d'acheter une solution. Et que si on n'arrive pas à se vendre soi, et tant mieux, hein, c'est que ça donne un rôle aux vendeurs et aux commerciaux aujourd'hui. Et l'IA et tout ce qui est à côté doit faire que justement, ça doit te faire gagner du temps Oui, pour la relation. Aujourd'hui, on fait tous voilà, des meetings en visio, etc. Mais maintenant, on va peut-être plus casser la croûte, aller boire un café, aller dans les entreprises. Bah, il faut peut-être retourner à ça aussi, hein. C'est-à-dire revenir vraiment un peu plus sur le terrain. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. oui, alors évidemment, je suis un grand fan, moi, des relations individuelles en tête-à-tête ou des repas ou d'aller boire un café parce que, mine de rien, c'est quand même beaucoup là-dessus que tu peux créer Bien du sûr. lien et aller chercher les vrais besoins ou enjeux. Sur cette logique de l'IA dans nos métiers, on voit bien qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont assez extraordinaires sur l'entraînement, sur un geste clé où tu te retrouves face à la machine et tu dois Mm. relancer un devis, par exemple. L'autre jour, j'ai vu quelque chose comme ça, j'ai trouvé ça assez génial. Pour autant, en amont, il faut bien une formation. Oui, En aval, il faut bien un manager qui pilote. c'est ça, qui débrief. Ouais. Et de toute façon, et pour l'instant, ça s'encadre. Alors, je ne dis pas que dans 10 ans, ça sera encore comme ça, parce que j'ai jeté un œil au nouveau bouquin d'Alexandre là, qui dit qu'on va vivre 1000 ans, qui est sorti hier ou avant-hier. On peut se poser des questions. Je ne sais pas, c'est 1000 ans ou c'est Mm. 130 ans. On ne sait pas trop. Et personne Bien ne sûr. sait ce qui va se passer sur le sujet. Quand c'est arrivé il y a quelques années maintenant, on n'imaginait pas que c'était aussi puissant. Mais il y avait en 1950 des modèles mathématiques et statistiques qui disaient déjà la décision est meilleure sur un modèle statistique. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a Mm. beaucoup plus de data, de données. Et aujourd'hui, la machine, elle peut parler, voire même demain, elle pourra faire le ménage. Bon, est-ce que demain, elle remplacera les commerciaux? Qui vivra verra. C'est vrai qu'il y a ce phénomène quand tu parles de développement des compétences où déjà quand le e-learning est arrivé, etc., on dit oh là là, il n'y aura plus de formateurs, il n'y a plus de formation en ça, etc. Puis on a vu les résultats du e-learning, hein. Bon, catastrophique parce que ben, les commerciaux, ils n'ont pas envie. Alors,
peut-être sur cette population de commerciaux, en tous les cas, ils n'ont pas envie d'être devant un écran, ils n'ont pas envie de répondre à des questions, ils font comme ça, et puis ils font passer les Oui. slides, et voilà. Enfin bon, bref, impact zéro, ou quasi zéro. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, enfin, tous les clients ou tous les prospects que je rencontre, ils disent, bah, non, non, on veut quelqu'un en salle, et puis on veut qu'il y ait du partage, etc. Ils ne parlent même plus de e-learning. Alors, l'IA, maintenant, pour moi, c'est du e-learning, en tous les cas pour le développement des compétences, entre guillemets, amélioré, qui peut être un petit peu plus personnalisé. Mais malgré tout, je pense que sur le développement des compétences, tu l'as dit, hein, c'est formation, coaching, accompagnement, débrief et rôle du manager. Même si vraiment, tu as des outils il y a aujourd'hui d'entraînement sur un geste clé qui sont surpuissants. Oui. Et qui sont, quand on fait un déploiement, hein, tu vois, je sais pas, avec 10 formateurs et 1000 personnes, ça sera toujours plus puissant sur un geste clé d'un quart d'heure d'entraîner les gens face à une Vrai. machine. Parce qu'il y a aussi une logique de je suis tout seul dans une salle face à une machine. Mm. Globalement, c'est dur. Je suis challengé, voire scotché parfois. Et ça prend pas de temps, il y a une forme de jeu. Mm. Tu vois, Oui. et tu n'as pas le problème d'estime de soi où tout le monde te regarde. Donc pour moi, c'est Oui, complémentaire. c'est complémentaire, ouais, t'as raison. Voilà. Ouais. Mais c'est comme quand tu joues au tennis, et puis ben, ton prof il te dit, tiens, voilà comment on fait un coup droit. Puis ben, vas-y, tu m'en fais 20, 25, 30. Donc là, il débriefe pas tout de suite, tu t'entraînes, et puis il te débriefe après. Voilà, exactement. Et alors, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois chez les commerciaux aujourd'hui, ou le plus gros défaut qu'on peut voir chez... Parce que tu croises beaucoup de commerciaux. En réalité, si, c'est plus une histoire de posture, d'accepter, de se remettre en cause, mais c'est pas lié aux commerciaux, c'est dans tous les métiers pour moi. Ok. Tu sais, moi j'adore ce mot, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait que des gens parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mhm. C'est cette absence d'ouverture sur la nouveauté. Les gens n'aiment pas être changés, hein, à part les bébés encore, puis certains joueurs de foot, toi qui aimes bien le foot aussi, mais globalement, les gens n'aiment pas être changés, donc ils ont une espèce de résistance automatique. Et c'est plutôt ça, en fait. Mais ça, c'est pas spécialement les commerciaux, les managers aussi. C'est comment je fais pour accepter d'écouter d'autres méthodes pour augmenter mon niveau de jeu. Pas tout changer, c'est pas le sujet. C'est juste augmenter mon niveau de jeu. Et c'est plutôt, tu vois, une posture mentale de dire Mhm. j'accepte qu'on me parle d'une nouveauté ou de changer un comportement. Et on voit bien que les commerciaux qui n'acceptent pas ça ont des difficultés durables. Oui, il faut être capable de passer au consciemment incompétent, quoi. C'est Exactement. ça, c'est se dire, ok, bah, je ne sais pas faire. D'ailleurs, souvent, quand on envoie les commerciaux en formation, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bah, de toute façon, je sais tout, de toute façon, je suis bon, de toute façon, j'ai des résultats. Pourquoi on m'envoie, c'est que je ne suis pas bon. Enfin, c'est 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 un vrai sujet, hein. C'est ça, et bah, tu parles du sport tout à l'heure. On a une demi-finale de Coupe d'Europe avec un PSG il y a quelques jours. Où on a vu un gardien à qui on a demandé de tirer en touche, quoi. Mm. C'est un truc de dingue. En gros, tu passes pour un idiot pendant 90 minutes, entre guillemets, hein, puisque tu vas faire Oui, bah oui. 6 fois le Ah truc bah, en touche. Et donc, lui, il a accepté de passer pour un idiot, estime de soi géniale, et d'apprendre une nouvelle compétence pour faire gagner son équipe et isoler un concurrent. Bon, bah, on voit bien que ça, c'est typiquement un comportement de très très haut niveau. c'est vrai. Bon, d'ailleurs, on le voit dans les résultats. Et voilà. Euh, qui dit commercial dit prospection. Oui. Et on parle beaucoup de prospection, tu parlais aussi d'IA là-dedans. C'est quoi ta méthode, ta philosophie sur le sujet de la prospection? Alors, il y a deux choses. Déjà, moi, j'apprends plein de trucs chez les clients, Mhm. puisqu'on accompagne beaucoup de boîtes sur comment structurer, organiser la prospection. Donc, en envoyant plein, on voit bien les bonnes pratiques. Dans nos métiers, la logique de la prospection, ça se base beaucoup sur l'image, d'où les publications de livres ou d'articles de presse toutes les semaines, pour que finalement le client ou le prospect te demande quelque chose. C'est-à-dire, c'est rendre un non-demandeur demandeur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Après, c'est des notions de ce que j'appelle les cartes postales. Rester dans le paysage de son réseau. Mhm. Alors, évidemment, comme on commence à avoir un peu d'âge, on a un léger réseau, hein, d'une ancienne vie puis d'une vie actuelle. C'est comment je fais pour rester toujours dans le paysage, même à des gens à qui j'ai pas rendu depuis 5-6 ans, Mhm. parce que c'est pas neutre. Et donc, ça amène ça, le rebond et la recommandation. En marketing, il y a assez peu de choses qui marchent si on regarde les trucs SEO, SIA. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui marche, mais il y a assez peu de choses qui marchent de manière très forte. Donc nous, on a vraiment une stratégie qui est de dire, je suis visible, je publie pour essayer de trouver des nouvelles idées, que ce soit au bouquin ou Harvard Business Review par exemple. Reco, rebond, et évidemment, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, LinkedIn. Ok. Donc, toi, pour rester à vue, ce serait, c'est quoi? C'est LinkedIn, écrire des bouquins et une Publier. newsletter ou Ouais. voilà. Publier et animer son portefeuille, prospect, ex-actif, Mhm. client,
Mhm. régulièrement avec une personnalisation à outrance. C'est-à-dire que on peut utiliser les deux mécaniques de faire du marketing direct automatique, ce qu'on fait hein, évidemment, mais le message perso change tout, quoi. Mhm. Si je commence à dire salut Jean-Pascal, la dernière fois tu m'as dit que tu aimais bien Lille, Mhm. le début change tout quand même. Si je commence à te dire t'aimes bien l'OM, Tant que tu dis pas Lens, ça va. ça va pas le faire. Voilà. Alors, Nicolas, tu écris, tu formes, tu coaches. Je sais que tu as fait de la préparation mentale aussi pour des sportifs. Alors, comment tu fais pour partager ce message de préparation mentale et en quoi la préparation mentale est importante pour des commerciaux? Et sur quoi ils peuvent travailler concrètement? Alors, dans l'équipe, on a une ex numéro 1 mondiale de voile qui est vraiment une spécialiste de la prépa mentale. J'ai l'habitude de dire que c'était ma maîtresse parce que c'est elle qui m'a formé au sujet. Mais en fait, dans Préféra, c'est une méthode de performance mentale. Préféra, ça veut dire plaisir, raison d'être, exigence, forme, échange, amour de soi. Et donc, en réalité, Préféra, c'est déjà un modèle de perf mentale. Ok. Et on intègre des outils de la perf mentale dans les modules de formation. Puisqu'on nous sollicite toujours sur comment on peut gérer l'échec en prospection. Mhm. La gestion de l'échec, on a un outil ou deux outils pour le sujet. Ok. On peut avoir, pour des managers commerciaux, comment j'arrive à embarquer les troupes et à gérer mes émotions. On a des outils pour gérer les émotions, à l'identique de ce que peuvent faire des sportifs pros. Donc, on a un corpus idéologique sur le sujet, avec des livres qu'on a publiés, dont les premiers, tu vois, ça date de 2014, avec quelqu'un qui s'appelle Ingrid Petitjean. Ingrid accompagne, c'est essentiellement elle qui le fait, des sportifs pros, et ça nourrit nos contenus de formation, management et commerce. Mhm. Et si je veux être complètement parfait, les bonnes idées que nous on peut avoir, elles sont mises en œuvre, mises en forme, structurées par la DG de chez Préféra, qui s'appelle Erika Kingsoon, qui Mhm. arrive à transformer en matière pédagogique des outils du monde de sport pro. Ok. Alors, j'aime bien que dans ce podcast, il y ait des choses très, très concrètes. Si tu devais donner 3 trucs, 3 astuces de préparation mentale à des commerciaux, Ouais. ce serait quoi ces 3 trucs concrets qu'ils peuvent faire pour être bien prêts pour leur rendez-vous? Alors, premier truc, j'en ai parlé un tout à l'heure, c'est ce que j'appelle l'attribution causale. L'attribution causale, c'est j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai loupé? Mhm. Et donc, c'est vraiment, je me retourne vers moi pour changer des comportements et non pas, je me retourne vers les concurrents ou les clients pour finalement dire, moi, j'y peux rien, quoi. Ça, c'est un premier sujet. Alors, juste concrètement, comment je fais? Comment je fais pour me dire, tiens, je sors d'un rendez-vous, qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que c'est pas toujours évident si tu es tout seul. C'est alors auto-feedback ou feedback avec son manager sur finalement, si je regarde l'intégralité du processus de vente, est-ce que j'ai été dynamique? Est-ce que j'ai été proactif? Est-ce que quand je regarde mon offre, j'ai été différenciant? Est-ce que j'ai créé de la valeur? J'ai l'habitude de dire souvent, nous, quand on envoie des propositions, on se dit ma proposition est super. Et quand on perd et qu'on la regarde, on se dit non, en fait, c'est pas clair. Mhm. Et ce travail-là, il faut savoir le faire pour se remettre en cause et retravailler sur les sujets. Ok. Ça, c'est une première approche. Après, sur la gestion de l'échec, en fait, il n'y a quand même pas grand-chose de grave, quoi. Mhm. Oui. Donc, On ne sauve pas des vies. voilà. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des situations qui sont plus ou moins difficiles, mais souvent, nous, ce qu'on utilise sur j'ai loupé quelque chose, j'utilise la méthode GEAN. Tu vois, première question, est-ce que c'est grave? Quel est l'impact pour ma vie perso? Parce que c'est le truc le plus important. Ok. Et N, je le nettoie pour que je me dise, j'efface ça. Et franchement, ce soir, j'irai quand même manger. Et demain, je reprendrai ma voiture, mon téléphone pour refaire du commerce, quoi. Mhm. Donc, je me mets en position de proactivité. Oui, il faut se faire un reset, quoi. Enfin, exactement. Se reformater. C'est ce que Léo Marchand explique vachement bien. Et il a eu un moment des doutes, alors qu'il sait à peu près nager, si j'ai bien compris. Et il a eu des doutes. Et à un moment donné, son prépa mental lui a dit et finalement, si tu te plantes, qu'est-ce qui va se passer pour toi, quoi? Et rien. Il avait 19 ans. Il dit bien, finalement, à ce moment-là, j'ai eu un déclic qui est quand même magique, puisque à ce niveau-là, être capable de se dire, j'ai un déclic, et puis il a gagné 4 médailles au JO, et je pense qu'il y a une compète qui arrive et que ça va aller aussi. Donc ça, c'est un deuxième outil. Puis après, j'ai un troisième outil que j'adore, moi, qui est comment je mets mes émotions au point mort quand je vois quelqu'un qui me fait peur. Ok. On a tous quelqu'un qui fait peur ou qu'on n'aime pas. Bien sûr. Ou quelqu'un avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Ouais. Ou tu te dis, je vais rencontrer un patron de boîte, je suis commercial, ou la fonction. Eh bien, le bon moyen pour mettre ses émotions au point mort, c'est de faire une table de multiplication. C'est-à-dire?
Je te laisse faire, fais une table de 7 Ah, là, par exemple. ou 5 si tu veux, hein, mais Oui, parce que si c'est plus tu facile, plus facile pour moi. Donc, si 1 tu fais fois une 5, table 5, 2 fois 5, 10, 3 fois voilà. 5, 15, 4 fois 5, 20. Si tu fais une table de multiplication dans ta tête, tu peux pas être mal à l'aise en même temps. Ok. C'est pas possible. Ça, c'est un apnéiste qui m'avait appris ça. Et si Une tu forme vas... d'hypnose ou pas, du coup? Non, en Non. fait, le cerveau émotionnel peut pas tourner en même temps que je fasse Ah, une table de d'accord. multiplication. Le cerveau, il n'y arrive pas, quoi. Il bug. Ok. Donc, si tu es allé dans une piscine faire du sous l'eau, tu peux faire le test de faire tu fais un espèce de sous l'eau, puis après tu dis je vais faire la même chose, je fais une table de multiplication sous l'eau. Tu vois que tu vas aller plus loin mentalement parce que tu as moins peur. Parce que tu débranches ton cerveau émotionnel. Ok. Tu vas me dire, il y a un moment où il faut respirer. Oui, ça ne m'a pas Ouais, échappé. ouais. Comme il y a un moment où il faut parler au client. Mais c'est là Ah où oui, ça c'est ça. va, l'entraînement ou la prépa. C'est, je sais que je vais pas être bien. Moi, quand je monte sur scène en conférence, je fais toujours une table. Ok. Et le début de mes phrases, je les connais par cœur. Comme toi, j'imagine, Ouais, ta bien sûr. conférence. Ouais. Et ça fait un enchaînement. Je mets mes émotions au point mort et je démarre avec ce que je maîtrise à peu près. Oui. Oui, parce que ça te met en confiance. Voilà. Ce qui Comme moi, je dis, il faut démarrer en ton rendez-vous avec ton OPA, objectif, plan, accord. Tu sais que ça démarre toujours comme ça. Voilà, moi, tu ne prends pas la Exactement. tête. Tiens, on est là pour ça. Voilà comment ça va se passer. À la fin, vous aurez une décision à prendre. Est-ce que vous êtes OK? À partir du moment où tu as ça, c'est vrai que c'est plus facile. Et c'est souvent, c'est 2-3 premières minutes où c'est un peu le flou. Puis après, quand tu es dans le rendez-vous, C'est la c'est structuration. plus simple. Ouais, c'est Ouais. ça. OK. Et donc, cette table de multiplication, c'est avant ou c'est je le fais aussi quand je suis en face de la personne? Alors, c'est avant. En face, c'est compliqué. Le truc que tu peux utiliser en face à face ou au téléphone que j'adore, c'est avec les phases de silence. Les gens sont pas à l'aise avec le silence. Mhm. Tu comptes dans ta tête. 1, 2, 3. OK. Et en faisant ça, Oui, c'est pareil. allez, dans 99% des cas, l'autre va reprendre la main et parler. OK. Et dire d'autres choses. Super astuce, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu il y a peu de temps sur les réseaux de Fabien Olicard qui disait pour s'endormir, un truc pour s'endormir et que j'ai testé et qui marche super bien. C'est tu prends un chiffre entre 400 et 500, donc 450 par exemple, et tu décomptes de 3 à chaque fois. Parce que 2 c'est trop simple et 3 c'est Ouais. le truc qui est super. Donc tu fais 450, 447, 443, 440 dans ta tête. C'est comme compter les moutons en fait, hein. Ouais, C'est ouais, le ouais. même principe, hein. Et bah, je me suis rendu compte que je m'endormais vachement plus vite, quoi. Et je fais son truc, hein. Il vient de sortir un bouquin sur le sujet, sur le sommeil. C'est sûrement pour ça que Cette j'ai semaine. j'ai tombé sur cette. Non, mais c'est pour ça que je suis tombé sur cette Cette vidéo, semaine. sûrement. Voilà. Donc, Mm. mais voilà, donc petite astuce partagée. C'est quoi du coup ta conviction la plus forte sur la vente et que peut-être peu de gens osent dire, hein, mais Bah, je pense qu'il faut de la méthodo, des techniques, chercher toujours des nouveautés, et que ce corpus sert justement pour ne pas toujours les utiliser. Mhm. C'est-à-dire que, pour moi, on ne peut pas dire dans 100% des cas, il faut de la méthode, il faut du process, il faut de la technique, il faut de la psychosociale, tout ça. Même si je suis fan de tout ça et qu'on écrit tous des choses Mhm. là-dessus. Mais globalement, moi, je dis, il faut bien connaître ces sujets-là pour être hyper fluide et se dire, bah, parfois, je peux m'en passer. C'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement la méthodo, Mhm. d'accord, mais ça ne peut pas être jamais la méthodo. Ok. Voilà. Et c'est ce flou-là qui est un peu compliqué à faire comprendre parce qu'il faut un niveau d'acceptation commerciale et des managers bah, finalement, il y a parfois des moments où ça ne va pas se passer comme on l'avait imaginé et ça se passera quand même très bien. Mhm. D'accord. Ah, ça ne s'oppose pas au fait d'avoir des méthodes de vente dont on est fan. Non, non, on est d'accord. C'est vachement important de bien comprendre l'équilibre. Mhm. Il faut les deux. Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que cette méthodo, tout compte fait, elle t'aide aussi à être en confiance. Parce que tu Oui, dis, j'ai oui. j'ai une méthode, ah bah là, je suis en train de sortir, mais je peux y revenir quand je veux. Oui, oui, oui. Et puis après, tu as un deuxième truc, au-delà de la confiance, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui veulent que les gens de l'information comme nous compensent les faiblesses managériales. Mhm. Bon, parce que par évitement convivial, les managers, finalement, n'osent plus trop dire les choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, des belles boîtes, sur lesquelles on bosse sur la notion d'exigence, de feedback, parce que finalement, cette culture-là de dire les choses de façon simple et sympa, Mhm. bah, cette culture-là se dilate dans certaines boîtes et c'est super dur à reconstruire. On voit bien qu'on passe beaucoup de temps dans beaucoup de boîtes à travailler sur ces sujets-là. Et donc, la leçon que moi j'en tire, c'est qu'il ne faut jamais lâcher ça quand on est directeur commercial ou manager commercial, c'est-à-dire toujours être dans une logique de je veux te faire grandir. Mhm. J'aime bien cette phrase, c'est qu'a fait votre manager favori de tous les temps pour vous. Mhm. Et qu'a fait votre manager favori de tous les temps pour vous, généralement, il n'a pas été gentil, quoi. Ça Mhm. ne s'oppose pas, hein, mais il a fait grandir, fait confiance Ouais. et donné un peu de sous.
Ok. Donc, il a développé les compétences. Alors justement, c'est quoi les 3 compétences clés d'un manager commercial aujourd'hui? Partage du leadership, hein, si je fais Ok. référence à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la deuxième chose, c'est la capacité à développer les compétences. Mhm. Et troisio, c'est de faire passer les exigences des indicateurs, tu vois, et de les transformer en sens. Mhm. Et quand je parle de sens, je ne parle pas de sens de ce qu'on voit souvent dans les rapports d'activité. Le sens est toujours bien trouvé dans les rapports d'activité. Le sujet du sens, la direction, c'est vachement important. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment je me sens moi, collaborateur. Mhm. Et je pense qu'on a 3 bonnes dimensions là. Ok. Et dans les managers que tu vois aujourd'hui, ils en sont où par rapport à ça, globalement? C'est quoi le truc qui pêche le plus souvent? En réalité, les gens sont quand même. Les managers ont des jobs, de mon point de vue, super compliqués. Mhm. Déjà, il y a une raison de fond, c'est que les gens ne savent pas forcément ce que c'est que le manager. La définition du management, moi je dis, c'est art de conduire une orga vers l'atteinte des objectifs fixés. Mhm. La ligne 1 du descriptif de fonction, c'est quand même de faire le business. Hein. Et ce qui fait que c'est rare le samedi soir que nos amis, tous nos amis ne nous disent pas youpi, mon manager est formidable le samedi soir. Bon, parce que finalement, on l'attend sur la notion de leadership Mhm. et c'est pas sa mission première. Donc moi, je trouve que les managers essaient globalement de bien faire et qu'il y a une tonne d'injonctions contradictoires qui ne sont pas que simples à gérer. Mhm. Mais typiquement, des managers toxiques, par exemple, il y en a encore, mais on en Mhm. voit quand même de moins en moins. Oui, c'est vrai. Les gens ont quand même compris, à force de formation, de Mhm. lecture, de culture d'entreprise, que l'équilibre, moi je dis toujours, veiller personnellement sur les gens et les challenger directement. Mhm. Cet équilibre-là, hein, veiller perso, prendre soin des autres, mais les challenger tout le temps, c'est un bon équilibre. Et ça, les managers l'entendent de plus en plus, je trouve. Ok. Et aujourd'hui, donc, dans le management, est-ce que tu travailles aussi sur cette idée de performance, mais aussi d'accompagnement comme les sportifs? Oui, alors on a soit la version collective, soit la version individuelle. Mhm. Euh, Sachant que la notion de performance, j'aime beaucoup ce mot, hein, ça vient du vieux français parformer, et parformer, ça veut dire accomplir. Ok. Donc c'est faire. Souvent, la performance, c'est comme ça aller faire un tour aux US, on dit c'est exploser tout. Non, c'est déjà bien faire. Je dis souvent faire mieux, faire bien. Mhm. Et donc, on accompagne effectivement des managers sur ces sujets-là avec des programmes de coaching individuels parce que ils ont besoin d'aide souvent que leur propre manager n'a pas forcément l'envie, le temps d'aider. Mhm. Et donc, c'est bien. Et cette notion de coaching est bien et je trouve est de plus en plus puissante sur des durées extrêmement courtes ou à la carte ou par WhatsApp. Ok. Coucou, demain j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Et on se rappelle 10 minutes et on en échange. Et donc, c'est plus des formats traditionnels Mhm. comme on a pu les connaître. Ok, oui, c'est ce qui a sûrement changé. Mais on peut être beaucoup plus au contact qu'avant, en fait. En lien, Ouais, tu veux dire? oui, oui. Ah oui, 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 le- avec les outils, ouais. on fait. Et la difficulté qu'on a en management, en tout cas management commercial, c'est que souvent on a fait évoluer le meilleur vendeur au poste de manager. Et en se disant, bah, de toute façon, il sait vendre, donc c'est bon, on n'a même pas à le former au management d'ailleurs. Et c'est souvent là le problème d'ailleurs. C'est le plus gros problème qu'on Alors que c'est un rencontre. nouveau métier. C'est pas. Ça s'apprend, quoi. C'est un nouveau métier. Ouais. Ça s'apprend. C'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. Même si ce que tu as appris avant est utile, même si les compétences Bien de sûr. leadership sont utiles, c'est un autre métier. Tu as vu le reportage là sur Netflix du bus? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en as pensé du rôle du manager de Raymond Domenech? Alors, Je l'ai vu hier soir. Donc. j'ai déjà fait des conférences avec Raymond Domenech et j'en ai déjà parlé avec lui. Ah, c'est intéressant. Bon, déjà, ils avaient déjà travaillé sur pas mal de choses sur la gestion de conflits en amont. Mhm. Vous savez, c'est facile aujourd'hui de dire et de lui tirer dessus, et je vois bien que tout le monde lui tire dessus, mais fondamentalement, c'est pas un type idiot, quoi, hein. C'est un type intelligent qui lit, Oui. qui avait D'ailleurs, il le dit dans le reportage. Il s'intéresse à la PNL, à l'analyse Eh ouais, transactionnelle, ouais, bon, ouais. à l'astrologie. Voilà, alors évidemment, on monte le tarot, mais globalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour en avoir déjà parlé avec lui, c'est qu'en amont, il avait travaillé sur la gestion de conflits, qu'est-ce qui se passe en cas de crise, et ainsi de suite.
Donc il avait été formé, il s'était formé. Mmh. Bon, dans le feu de l'action, force est de constater que, que la machine s'est emballée. Euh, Après, je pense que le reportage, et il nous manque pas mal d'informations qui sont pas sorties Sûrement. pour analyser vraiment la situation. Mais moi, ce que je retiens par rapport à nos métiers, c'est que tu peux avoir formé, donné tous les outils, et que dans le feu de l'action, bah, ça peut partir en vrille. Bien sûr. Voilà. Donc ça peut être nécessaire et non suffisant. Ok, mais c'est vrai que Après, c'est une pression Ah qui est oui, sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître, nous, quoi. ah bah, c'est certain. Ouais. C'est un truc monstrueux avec des égos. Normalement, quand on met ces Exceptionnel. gens-là à cette place-là, c'est que, bon, est-ce que l'erreur n'a pas été de le maintenir? Bon, ça après. Parce Alors, que il y a c'était beaucoup compliqué d'entraîneurs avant. de Ligue 1 qui sont en dépression, hein. Ah bah oui, je suis pas étonné. Ouais. Ah oui, oui, il y en a Ouais. beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des addictions X ou Y. Mm. C'est des métiers en fait où on voit l'image du dimanche ou du samedi, mais en fait ils regardent 12-13 matchs par semaine. Même si on aime bien le foot, c'est insupportable, hein, quand même. Mhm. C'est du matin au soir des entraînements, donc ils sont très enfermés et donc on sait bien, même pour un manager traditionnel, être enfermé et tourné vers soi, c'est dangereux, quoi. C'est vrai que quand ça va, c'est grâce à l'équipe, et quand ça va pas, c'est à cause de l'entraîneur, quoi. Exactement. Mais pareil dans le management, hein. C'est que bah, la première personne qui va sauter, c'est le manager avant l'équipe commerciale, hein. Bah, c'est plus facile, Bah oui, parce qu'il n'y a qu'une personne. c'est moins cher. Bon. Euh, Comment tu vois la vente dans 5 ans? J'en ai aucune idée. D'accord, ouais, c'est compliqué, hein. Franchement, je ne sais pas du tout. Hier, j'entendais on nous dit que globalement, dans 7-8 ans, on va savoir anticiper les cellules cancéreuses à 100%. Mm. C'est-à-dire que l'IA va nous aider là-dessus. Est-ce que demain, l'IA va être capable de remplacer l'humain? J'en sais rien. Personne ne sait. Donc je ne sais pas. Nonobstant ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la notion de comment on fait pour transformer des juniors en seniors s'il n'y a plus de postes juniors, Mm. il y a encore beaucoup de métiers où les gens ont assez peu de valeur ajoutée. Oui. On voit bien quand on accompagne et il faut leur faire prendre conscience de ça parce que sinon ils pourront être remplacés demain. Je pense quand même que les talents de connexion émotionnelle vont être difficilement remplaçables dans les prochaines années. Mais alors, concrètement, tu me dirais de parier sur dans 5 ans ou dans 10 ans. Beaucoup d'humilité, je ne sais pas. Juste pour te donner 2 anecdotes sur ma capacité à être visionnaire, hein. J'ai travaillé au CTLM une quinzaine d'années, hein. Quand on m'a parlé du petit bonhomme vert Crédito, la première fois, j'ai dit c'est une connerie, ça marchera jamais. Mm. Bon, donc tu vois, je m'étais complètement planté. Et mon associé que tu connais, la première fois que je l'ai vue, je ne voulais pas travailler avec elle, je ne voyais pas à quoi elle pouvait me servir. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige la boîte. Bon, donc je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ces sujets-là. Je ne sais pas. Alors, ce qui est génial dans notre métier, quand même, c'est que depuis 20 ans, 20 ans, 25 ans, il y a quand même énormément de choses qui ont bougé. C'est-à-dire que la vente n'a pas beaucoup bougé jusqu'à les années 90-95. L'arrivée d'Internet a été quand même très, très bouleversant. Après l'arrivée des réseaux sociaux, comment apprivoiser les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Bon, LinkedIn en B2B, mais il y a aussi Insta, TikTok, YouTube. Ça, c'était aussi nouveau et les commerciaux s'y sont pas vraiment mis. Bon. Après, il y a eu voilà, effectivement le e-learning, il y a l'IA aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que ça va être demain? Mais c'est palpitant parce qu'il se passe plein de choses et ça bouge beaucoup plus vite qu'avant. Bon, et il faut se tenir un petit peu au courant surtout. Oui. Alors justement, ça peut être quoi ton livre, ta ressource, ton outil préféré que tu recommandes en général? Alors, ça peut être tes bouquins, mais Non, évidemment surtout d'autres choses. pas, Non, non, mais surtout ok, ok. Non, non, Mais que tu recommandes en général J'ai- à tous les vendeurs. J'ai l'habitude de dire que mes bouquins ou nos bouquins qu'on publie, c'est même ma mère, ma femme et ma fille ne lisent pas, donc non, c'est pas là qu'il faut les regarder. J'ai pas sur ma table de nuit un truc que je trouve génial. Tout à l'heure, tu parlais de Michael Mm. Aguilar, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je regarde beaucoup de choses, Olicard, ce qu'il fait, tu Mm. vois, j'adore. En fait, je ne crois pas à un seul truc. Je suis curieux de tout. Mhm. Ce matin, j'ai lu La Tribune, Le Parisien, L'Équipe. D'abord, L'Équipe, d'ailleurs. C'est souvent là-dedans qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Mais tu peux apprendre, tout à l'heure, tu citais l'émission de Netflix, tu peux regarder sur TikTok, tu peux regarder sur LinkedIn. Donc, moi, je crois à tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Tu vas chez le dentiste. Faut être curieux, quoi. Dans Voici ou dans Closer, tu peux avoir des trucs et tu te dis, tiens, finalement, par rapport à nos métiers, il y a peut-être une idée là-dessus. Le tout, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux en faire comme matière? Et donc, moi, je prends des idées. Beaucoup, je lis beaucoup, je les envoie à Erika, mon associé, qui doit les transformer en matière pédagogique ou les éliminer. Et je trouve que dans nos métiers, c'est bien d'avoir cette logique de dire on trouve des nouvelles idées, on voit ce qu'on peut en faire, on essaie de trouver des choses, tu vois, sur la prépa mentale, Mhm. sur la posture, on travaille beaucoup sur ces sujets-là.
avec beaucoup d'humilité parce que finalement, il n'y a pas un canal d'information qui est meilleur que l'autre. Donc, il faut prendre celui avec lequel on est le plus à l'aise. Peut-être. Ou en prendre le plus possible. Ouais, c'est ça. Ou multiplier les sources. Oui. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Alors, tu parlais de Voici et Closer, je serais curieux de savoir c'est quoi le truc qui est ressorti une fois ou que tu as utilisé en méthode pédagogique. Ça m'intéresse. Bien, Nicolas, on arrive à la fin de ce podcast tout doucement et j'aime bien laisser 1 minute 30 à la fin de ce podcast. Voilà, 1 minute de libre antenne. Et c'est quoi le dernier message ou la dernière chose que tu as envie de nous dire et de partager avec nous et peut-être un sujet sur lequel je ne serais pas venu moi-même. Alors, on a un sujet sur lequel on bosse beaucoup en ce moment chez Préféra, c'est les formations à l'écoute. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Et donc, voilà, c'est contre-productif de se dire ça, sur qu'on vend des formations. Donc, Et à tous les clients qui ont acheté une formation sur l'écoute. voilà. Alors, voilà ma réponse. Je l'ai encore fait il y a quelques semaines à quelqu'un qui est tombé à la renverse, quelqu'un que je connais bien, un DRH. Je lui dis, mais non, formation d'écoute, ça ne sert à rien. Parce que tu en as fait 12 000 dans ta vie, tu en as acheté 12 000. Et finalement, le sujet, et c'est pas une formation à l'écoute. Là, ton podcast, les gens qui vont le regarder, ils vont l'écouter jusqu'au bout, j'espère. Quand on regarde un film, quand ça nous intéresse, on regarde jusqu'au bout. Donc, le sujet de l'écoute, c'est plutôt comment je deviens intéressant. Mhm. Et comment j'essaie de marquer finalement mon interlocuteur. On travaille beaucoup sur ces sujets-là et on aime beaucoup casser un peu les stéréotypes en disant bah, c'est valable pour l'écoute, mais dans plein de domaines. Dans beaucoup d'entreprises, les gens ont été beaucoup formés. C'est finalement comment on fait un format court pour que les gens comprennent pourquoi. Dans la méthode, tu parlais d'OPA tout à l'heure. Mhm. On dit tous, il faut poser des questions ouvertes au départ, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais globalement, 9 fois sur 10, quand on écoute un entretien, c'est pas ce qui se passe. Mhm. Oui. Les gens ne posent pas de questions ouvertes. Et pourtant, on leur a expliqué 12 000 fois. Et je crois que dans nos métiers, trouver des méthodes pédago pour que les gens se disent bah ouais, c'est complètement idiot. Et donc, il faut que je combatte cette maladie de parler tout le temps. Mhm. C'est vachement intéressant. Et là, les neurosciences, la psychosociale nous étudent. Ça te permet vraiment de réfléchir à des sujets qui sont intéressants. Typiquement, on sait aujourd'hui que quand on parle, dans son cerveau, c'est la même zone qui s'allume que quand on mange un dessert. Donc, c'est la zone du plaisir. Alors qu'évidemment, quand on dit aux gens, il faut que tu te taises et que tu écoutes, il faut que tu combattes ton addiction au plaisir. Oui, J'ai pris que le dessert. Oui, il faut prendre du plaisir en écoutant. Bon, donc il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes et ça, je trouve que c'est des bons sujets pour nos métiers aujourd'hui. Ok, donc ça voudrait dire quand même que malgré tout, la découverte et les questions vont faire que si je pose des questions dont la réponse m'intéresse, je devrais être un peu plus à l'écoute. Exactement. C'est Voilà. comment on fait pour arriver à intéresser l'autre par la technique de questionnement, qui ne sont pas des questions c'est cucu, c'est occupé, comme on dit, comment, qui, quoi. Ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu plus sur ces sujets, mais il y a plein d'études aujourd'hui qui nous permettent d'avancer sur ça. Et c'est un vrai dada chez Préféra aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas simple de poser des questions ouvertes. Enfin, c'est pas. Non, mais non. Parce que c'est pas naturel. Pourtant, il y a des gens sur cette planète qui posent des questions ouvertes sans réfléchir. Oui, C'est qui? les enfants. Eh oui, les enfants. Mm. Parce qu'un enfant, il cherche à comprendre. Mm. Et en tous les cas, il cherche à savoir, alors que le vendeur pense tout savoir. C'est ça. Donc, forcément, L'adulte. de difficulté. Oui, c'est ça. L'adulte, d'une Ouais. manière générale, Ouais. pense tout savoir. Mais les parents à leurs enfants posent des questions ouvertes aussi. Parce que c'est une partie de nous-mêmes. Et on a vraiment envie de savoir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pris à l'école? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Oui. Parce que c'est une partie de nous-mêmes. Et c'est notre nature égoïste qui fait que on aime parler et on aime parler de nous. Oui. Et c'est ça c'est là où la vente est certainement la plus difficile. C'est qu'elle nécessite de s'intéresser à l'autre. En fait, c'est les deux trucs qu'il faut. C'est s'intéresser à l'autre et être suffisamment impactant, donc par la parole. Après, oui. Ou, voire même dès le début. Oui. Il y a La aujourd'hui- petite bande-annonce, quoi. Faut donner Voilà. envie de. Il y a des moments où, et je parle même pas, c'est pas l'histoire du pitch, c'est qu'à un moment, il faut savoir parler avant même d'avoir posé des questions parce que l'autre se met en posture de racontez-moi ce que vous faites de différent des autres, quoi. C'est vrai. Donc là, il faut y aller. Oui, il faut être prêt en tous les cas. Il faut savoir le faire. Bien, Nicolas, c'était passionnant. On aurait pu rester des heures comme ça, parce qu'on est tous les deux des passionnés de la vente. Alors, Nicolas Duguay, Dugay, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, Oui. donc en librairie. Il y a une Oui, douzaine oui, de bouquins, oui. je crois, c'est ça? Quinzaine. Une ouais. quinzaine. Oui, oui. Très bien. YouTube? Non, Non, pas le YouTube. site internet de Site Préféra. internet de Préféra, ok. Et puis, voilà, en tous les cas, merci Nicolas. Et à très bientôt dans un nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Ciao, ciao.